Bien, merci, merci mesdames et messieurs, merci pour cette question qui nous a été posée sur l'impact des BMR et des BHR sur l'équipe soignante en SMR. Voilà, c'est l'équipe qui s'occupe à la fois de Berck et d'Ambroise Paré et de Raymond. De prendre. D'accord, excusez-moi. De Raymond Poincaré, d'Ambroise Paré et de Berck Maritime qui a tenté de répondre à cette question. Donc, on en a déjà beaucoup parlé dans cette session. Les bactéries résistantes aux antibactériens, BMR ou BHR, sont, comme tout le monde le sait, une menace pour la santé publique avec des modélisations qui annoncent à l'horizon 2050 environ 2 millions de décès attribuables à cette résistance et 8 millions de décès associés à cette résistance. Et au-delà de la juste prescription des antibiotiques, c'est la prévention de l'acquisition des BHR et des BMR en secteur de soins qui est essentielle. Christine vous a parlé donc des recommandations éditées par le Haut Conseil de la santé publique. On en est à la 3e version, la première datant de 2010. Et la stratégie mise en place est toujours de repérer le patient à risque, de l'isoler, de lui dédier une équipe dans la mesure où c'est possible, mais ça n'est bien évidemment plus très souvent possible dans nos hôpitaux en restriction de personnel, au moins de déployer une marche en avant et puis de dépister les patients exposés pour détecter précocement les situations épidémiques qui pourraient survenir. Est arrivé là-dessus un petit nouveau, Candidosima auris, c'est une levure émergente qui a été sortie du genre Candida, qui a été décrite en 2009 pour la première fois chez un patient japonais dans son oreille et qui depuis a donné lieu à plusieurs centaines de cas groupés dans le monde et en France et pour lequel le Haut Conseil de la santé publique en 2019 a lui aussi édicté des mesures concernant la prise en charge de ces patients infectés ou colonisés. En France, ce candidosima est surveillé par le Centre national de référence et vous voyez qu'il se diffuse depuis 2007 avec au 31 octobre 2025 37 cas signalés au Centre national de référence, dont un cluster dans un CHU regroupant 22 patients colonisés. Il est très embêtant, cette levure est très embêtante parce qu'elle survit plusieurs mois sur les supports inertes, donc les supports dans nos hôpitaux, le mobilier, les équipements médicaux. Elle est résistante à la chaleur et au sel, aux grandes concentrations de sel. Elle est peu sensible aux ammonium quaternaires qui sont en fait les produits qu'on utilise pour désinfecter nos surfaces. Elle présente des résistances naturelles et ou acquises aux antifongiques avec des conséquences en termes de mortalité qui peuvent être importantes en cas d'infection. Cette levure est portée à la fois sur la peau et sur les muqueuses et la stratégie proposée par le Haut Conseil est du même type que celle pour les BHR, le repérage des patients porteurs, les précautions complémentaires renforcées et le dépistage des patients exposés pris en charge par les mêmes équipes. Alors pour répondre à la question qui nous avait été posée, donc la littérature et la recherche dans la littérature, en fait, a donné 2 études françaises. Une étude qui était réalisée par les collègues de Mondor en 2015, qui ont évalué les connaissances et la perception des soignants vis-à-vis du risque lié au BHR. 121 professionnels ont été interrogés, dont 12 en SSR, au moyen d'un entretien semi-structuré. Mais c'était une étude qui a été faite il y a 10 ans, au début de la diffusion de ces BHR, et il y avait une épidémie en cours dans l'établissement. Et puis nous avons participé donc avec l'équipe d'Aurélien Dine et Christine à un questionnaire soumis à des soignants de MCO, donc les services de médecine dont un avait une unité dédiée BHR, un questionnaire standardisé sur leurs connaissances et l'impact de la colonisation à BHR. Mais ça ne répondait toujours pas à la question posée sur les soignants qui travaillent en SMR. Nous avons donc lancé notre enquête. La méthode, c'est un entretien semi-structuré qualitatif qui a été choisi. Le guide, il a été établi par nous-mêmes et testé préalablement. Il a été relu par les collègues du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, dont une psychosociologue. Les entretiens ont été conduits par les 2 infirmières hygiénistes, mais pas sur leur site de travail habituel, auprès de professionnels volontaires, et leurs propos ont été enregistrés sous réserve de l'accord de ce professionnel. On n'a pas sélectionné les gens, c'était les volontaires présents lors des passages dans les unités qui avaient déjà participé à la prise en charge d'un malade porteur d'une BHR ou de Candidosima auris, dans des services de MPR accueillant des blessés médulaires et ou des cérébrolésés et ou sur le plateau technique de rééducation dans les 2 sites ou dans le MPR de neurologie spécifiquement pour le 2e site. Les données ont été analysées qualitativement en 3 étapes: la relecture des entretiens, le codage de certains éléments significatifs, le regroupement des codes à l'aide d'un logiciel d'analyse de données qualitatives qui s'appelle Calcodeur. Et les résultats que je vais vous présenter sont illustrés par des paroles de soignants qui figurent en vert et en italique.
Donc 39 participants ont pu être interrogés, 18 aides-soignants, 2 agents hospitaliers, 10 infirmiers, 2 cadres, 2 médecins et 5 rééducateurs, 22 sur le premier site, 17 sur le second, et dont 7 professionnels qui travaillaient la nuit. Ils travaillent dans le service depuis entre 3 mois et 35 ans, 5 depuis moins de 1 an, 10 entre 1 et 5 ans, 4 entre 6 et 10 ans et 17 depuis plus de 10 ans. La durée médiane des entretiens était de 13 minutes, entre 7 et 21 minutes, et 2 ont eu lieu à distance. Alors pour les 2 sites, le contexte épidémiologique est relativement différent. Sur le premier site, on a accueilli 24 patients porteurs de BHR et ou de candidats auris entre 2023 et le 31 octobre 2025, avec une grosse charge, enfin une grosse importance en 2024 qui, pour 12 patients, a accumulé 1184 jours de présence de BHR dans le service, soit à peu près 10% des journées réalisées. Pour le deuxième site, il y a eu 3 patients qui ont été accueillis dans ce SMR entre 2023 et octobre 2025, avec une expérience récente d'un transfert un peu sauvage d'un patient porteur de BHR et de candidat au risque qui ne s'est pas très bien passé. Donc, quand on analyse les verbatims des soignants, sur la transmission des compétences nécessaires, ils reconnaissent tous avoir été accompagnés à l'admission et pendant la totalité du séjour par leurs cadres, leurs collègues et aussi par l'équipe de prévention du risque infectieux. Après tout, c'est notre travail. Il y avait toute une équipe qui passait tout le temps pour nous expliquer la prise en charge et qui nous montrait les protocoles et tout et tout. C'est, alors en faisant référence aux infirmières hygiénistes, qui nous a bien coachés, bien coachés. Elles venaient souvent, allez les filles, tenez bon. Et pour les cadres, on a fait un travail de répétition des consignes conséquent auprès de chaque équipe. Bien que nous n'ayons pas souhaité évaluer les connaissances sur les BHR, 10 professionnels expriment spontanément les éléments nécessaires à l'observance des précautions, tandis que 8 ont encore des idées confuses sur tel ou tel point. Par contre, au niveau de la communication, majoritairement, ils sont tous demandeurs d'avoir le même niveau d'information sur le statut BMR-BHR du patient, si possible en amont de son accueil, ou par rapport au délai lié à la disponibilité des résultats du laboratoire. C'est déjà arrivé pour les BHR, on sait 5 à 6 jours après quand le laboratoire appelle. Je ne suis pas inquiète, mais ce n'est pas normal. Ou connaître le statut avant l'admission pour éviter la découverte 3 jours après d'un patient admis en chambre double. C'est compliqué les déménagements. Par rapport aux relais entre équipes, on ne nous a pas prévenus. Il y a tellement de charges de travail qu'on a oublié de nous dire que ce patient, il est arrivé tel jour, il y a un problème de bactéries. Entre-temps, nous, les AS, on est allés dans les chambres. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des collègues qui attrapent des trucs sans qu'on sache pourquoi. Les week-ends, avec les médecins d'astreinte, c'était un petit peu plus compliqué. Sur l'évolutivité des mesures mises en place. Vous savez que parfois, les médecins sont amenés à autoriser le patient de sortir de sa chambre si on réussit à l'éduquer à la friction hydroalcoolique des mains et à s'assurer qu'il est capable de le faire et volontaire pour le respecter. Et ce qui fait dire à l'aide-soignante, quand on dit au patient vous êtes en isolement et qu'après on le croise dans les couloirs parce que le médecin l'a autorisé, c'est compliqué. La cadre, en revanche, chérie, tout le monde n'a pas la même information et des fois ça peut porter à confusion. Les équipes, quand elles ne savent pas, elles sont davantage stressées. Très globalement, tout le monde exprime de l'empathie pour le malade porteur. Les précautions qui sont imposées, on l'a vu, par le portage sont en désaccord avec le projet de soins de l'unité. Par rapport au confinement du patient BHR porteur de Candida auris, on le se sentait limite maltraitant car il était enfermé dans sa chambre. Déjà qu'ils ont une déficience quelque part, le fait qu'ils soient là, et si en plus on leur enlève la liberté de bouger, disait l'agent hospitalier. Il nous disait, je te le répète textuellement, ça me fait mon truc, parce que du coup, je sors jamais et c'est compliqué, je ne peux pas mettre mes habits. Le patient se sent isolé, oui, souvent ça fait partie des difficultés remontées par le patient, nous disaient les médecins. Les aides-soignants sont conscients et gênés d'aller voir moins souvent ces patients. En fait, ils regroupent leurs soins, ils viennent souvent en même temps que l'infirmière et donc ça fait moins de passages dans la chambre. Je ne suis pas optimum avec ce patient, je ne serais pas de la même façon s'il n'était pas en isolement, c'est sûr. Monsieur, je viens une fois dans votre chambre et je ne repasserai pas tout de suite parce que malheureusement, le temps de s'habiller, ce n'est pas possible de faire 50 allers-retours dans une nuit. La relation soignant-soigné est également perturbée par les équipements de protection individuelle. Le patient disant à son kinésithérapeute « tu me prends pour un pestiféré ». Et les agents hospitaliers rapportant que comme on est tous habillés de la même façon, les patients n'arrivent plus à distinguer les fonctions. Et ils nous demandent de les manipuler alors que ce n'est pas notre rôle. Ils sont aussi les premiers les aides-soignants sont aussi les premiers du fait des relations qu'ils tissent avec ces patients qui restent longtemps dans le séjour.
confrontés à l'incompréhension de ces patients porteurs de BHR qui parfois ont des troubles cognitifs associés. On l'a retrouvé en pleurs la semaine dernière. Il se demande pourquoi à chaque fois il est fait en dernière position. Et des fois ils ne comprennent pas, malgré qu'on essaye de leur expliquer. Des fois ils se mettent en colère, des choses comme ça. Eux, ils vivent avec. Enfin, ils viennent du domicile des fois. Ils vivaient très bien normalement sans aucune précaution. Ils ne comprennent pas pourquoi ici on va les isoler. Malgré qu'on essaye de leur expliquer avec un langage adapté, ils ne comprennent pas. Alors, parcours, par rapport à tout ce qu'on a entendu, il y a très peu d'impact sur le parcours de réhabilitation d'après les soignants interrogés. Il y a un temps d'adaptation qui est nécessaire dans l'équipe pour déployer ces mesures de prévention. Mais après, je voudrais souligner le professionnalisme pour l'organisation de la prise en charge qui est millimétrée par les équipes, tant de rééducation que de soins. La rééducation, a parfois débuté en chambre pour plus de facilité pour l'évaluation du patient, puis c'est poursuivi sur le plateau technique. Le matériel introduit dans la chambre est scrupuleusement sélectionné pour pouvoir être nettoyé et désinfecté. Le bio-nettoyage, puisqu'il s'agissait ici d'un patient porteur de Candida auris, a été standardisé, puisque je vous ai dit tout à l'heure que Candidosima auris n'était pas sensible aux ammoniums quaternaires. Il y a parfois quelques petits délais pour avoir la consultation externe, pour avoir la place en dernière position, pour être sûr que le box soit correctement nettoyé après le passage de ce patient. Et comme disait Barbara, la marche en avant est parfois impossible quand il a 3 séances quotidiennes avec 2 vacations dans la journée pour passer en dernière position. Sur la vie de l'équipe, évidemment, il y a un impact physique, la charge de travail est majorée, il faut s'habiller, il faut se déshabiller. Le bio-nettoyage des chambres et du matériel de rééducation est renforcé. On a évalué que le temps passé par le rééducateur pour une séance de kinésithérapie en chambre est multiplié par 2. Et bien sûr, s'il y a plusieurs patients BHR présents en même temps, ça peut devenir très vite compliqué. Il faut dépister les patients co-exposés, leur expliquer, leur faire le prélèvement. Les effectifs apparaissent souvent et sont trop souvent insuffisants. La nuit, on est 3, 2 AS et moi. Sans personnel en plus, une unité de 40 lits n'est pas adaptée à l'accueil de BHR, disait l'infirmière. Et puis, il y a certaines tensions dans l'équipe parce qu'il y a ceux qui, indéniablement, ne veulent pas y aller, donc évitent d'aller prendre en charge le patient BHR. Pour chaque soignant, la charge mentale est aussi nettement augmentée. Le changement d'organisation induit des questions. Il ne faut pas se tromper sur les précautions à prendre, sinon il y a un risque pour les autres patients et pour nous. Il faut qu'ils anticipent leurs soins, qu'ils prévoient tout le matériel dans la chambre pour ne pas avoir à ressortir. Ils sont confrontés aux patients exposés à dépister. Il faut négocier parfois ou se heurter à leur refus. Ils ont aussi la charge mentale qui est liée à des incompréhensions sur les tolérances. J'arrive pas à comprendre. Nous, on nous demande de faire le maximum dans la chambre, de regrouper tout, et lui, le patient, on lui permet d'aller à l'extérieur, d'aller prendre le café. Je me dis pourquoi on nous met la pression à mettre tout le déguisement si à la fin le patient il va se promener, il touche aux ascenseurs. Voilà. L'impact psychologique est donc majeur. La présence d'un porteur de BHR dans l'unité sur les patients exposés, le risque d'acquisition persiste pour les autres patients quand même, en raison du manque de soignants, des arrêts de travail qui tombent. Exposer les autres malades la nuit à avoir vu le BHR, bah oui, quand on est toute seule la nuit, la marche en avant c'est assez limité. Oui, ça peut être un risque, surtout quand on ne respecte pas le protocole. La répétition des dépistages des patients exposés est vécue comme un contrôle de leur observance des mesures, avec un sentiment d'échec si on découvre un nouveau cas ou la fierté du travail bien fait en absence de cas secondaires identifiés. Ils ont aussi à gérer la cohabitation entre les patients indemnes et les patients BHR. Elle peut être harmonieuse, indifférente, voire hostile. Certains patients co-exposés ont la crainte d'acquérir la BHR et d'être confinés à leur tour dans la chambre. Les patients remarquent la différence de traitement, nous disait un kiné, où l'aide-soignant était confronté à la question d'un patient qui demandait pourquoi mon voisin il a une affiche devant sa porte, est-ce que je peux l'attraper? Ils sont tous conscients du délai de réponse allongé aux appels quand ils sont occupés avec le patient BHR, surtout la nuit. Ils sont confrontés à la lassitude des dépistages itératifs imposés aux patients exposés pendant leur séjour. Ils disent « J'en ai marre de ce patient qui a le champignon. On doit toujours faire les écouvillons toutes les semaines. Moi, ça me saoule, je sais que j'ai rien. » Et puis, bien sûr, à la famille du patient BHR. C'était très compliqué, cette prise en charge. C'était prenant et sans compter la famille. La famille qui venait rendre visite au patient, relance l'infirmière. Oui, qui voulait se mêler de la prise en charge, qui mettait son grain de sel au niveau de la rééducation, des médecins, qui touchait à tout. Ça a été une expérience, mais pas à revivre. Donc le stress et l'anxiété persistent. Une moitié des soignants se rassurent en exprimant de la confiance dans l'efficacité des mesures de prévention mises en place. Les autres expriment le stress ou la crainte de mal faire. On ne sait jamais, si on faisait mal quelque chose, il peut y avoir un risque. On risque de se contaminer et de décéder s'il n'y a pas de traitement. L'anxiété est aussi exprimée pour l'entourage du soignant. Le ramener à la maison, c'est l'inquiétude majeure qu'on rencontre auprès des équipes et la réticence que ça engendre par rapport à la prise en charge.
Je n'ai pas vu mes grands-parents pendant le séjour du patient quand ils sont à risque, disait une infirmière. Les gens pensent que l'hôpital c'est propre, mais pour moi l'hôpital c'est un shaker à microbes. Ils sont en majorité demandeurs de connaître leur statut BMR ou BHR, oui. On leur a posé cette question. Ça serait bien un coup de temps en temps quand même pour savoir si on n'est pas un diffuseur nous aussi. Et si le résultat est positif, je me dirais, ben j'ai fait une erreur, je me suis mal protégée, comment je vais faire? Est-ce que je peux aller travailler, disait l'infirmière? Ou une autre rejeter la faute, l'erreur sur les collègues. Si je suis BHR alors que j'ai été très vigilante, c'est que forcément dans la chaîne, un maillon n'a pas été fiable. Alors je repasserai encore plus derrière mes collègues pour leur dire, hey, tu as bien désinfecté? Et puis d'autres, ça leur est égal. Personnellement, je n'aurais pas l'initiative d'aller faire un BMR pour savoir si je suis BHR ou pas tant que je suis en bonne santé. Une crise chasse la précédente, les BMR, c'est une accoutumance, une baisse de la vigilance, c'est tellement courant maintenant les BMR, on a l'habitude, c'est plus simple, on ne met pas de précautions en plus, c'est la même prise en charge que les autres patients. Après ça, il y a les BHRE et encore au-dessus, le candidat ORIS. Donc l'anxiété est exprimée par rapport à la nouveauté. D'autres ont adopté une standardisation de leur conduite. Je prends toujours les précautions maximales, on fait attention, on se protège, on ne propage pas. Finalement, cette confusion est génératrice d'anxiété et la distinction est difficile entre le risque infectieux qui est lié à l'exposition à un agent pathogène comme la grippe, la gale, la tuberculose, le risque immédiat, et puis le risque lié à la colonisation du microbiote par une BMR, une BHR ou une levure émergente. Et finalement, derrière ça, on a mis des précautions complémentaires pour toutes les situations et c'est peut-être là qu'on n'a pas eu raison. Et puis, bien sûr, ils ont tous en mémoire la pandémie Covid, les expériences vécues, les instructions qui changeaient d'une semaine à l'autre et la perte de confiance. Donc, en bilan, l'écoute de ces professionnels a un certain nombre de limites. Cette étude, le nombre de personnes interviewées, par exemple, mais on voit que la prise en charge de patients BHR ou candidats ORIS dans les services de SMR a un impact psychologique majeur sur les soignants, avec un alourdissement de la charge mentale, des perturbations de la relation entre les soignants et les soignés, et une anxiété persistante quant à l'acquisition. Ils sont probablement en lien avec les crises vécues et les défiances dans les niveaux de compréhension et d'appropriation du risque lié au BHR. Devant un patient BHR, l'accompagnement des soignants par les cadres, les collègues ou les épris rassure peut-être temporairement et pallie la fragilité des connaissances acquises sur ces questions. Je voulais remercier tous les professionnels qui ont eu la gentillesse de prendre le temps de nous répondre, et c'est dire qu'ils sont occupés dans ces services, Adélaïde et Sandrine qui ont réalisé l'enquête, et vous-même pour votre attention. Il y a beaucoup de vécu que nous avons tous eu l'occasion de côtoyer. Des questions? Le problème, c'est ce qu'on met aussi derrière le mot isolement, parce qu'on a des patients d'isolement contact dans nos services, de médecine physique, hein, j'entends, ça ne veut pas dire qu'ils ne descendent pas sur le plateau technique. Simplement, il y a des règles à respecter. Et le mot isolement, ça ne veut pas forcément dire je reste dans la chambre. Bien sûr, mais là, le ressenti a été fortement imprégné par 2 patients qui étaient porteurs de Candidosima auris. Pour ne rien vous cacher, c'était les premiers qu'on avait à gérer sur le GH. Et l'un des 2, en tout cas, n'était pas en état de comprendre quoi que ce soit et de réaliser quoi que ce soit par rapport à son hygiène, à la désinfection de ses mains. Donc, tout au début, il a été vraiment pris en charge en chambre jusqu'à temps que toute organisation puisse se mettre en place pour le descendre sur le plateau et lui redonner un peu d'autonomie. Et Barbara voit bien de quoi je parle, de qui je parle. Quand on sort avec le patient qui a le candidat auris, c'est beaucoup d'organisation, même pour les rééducateurs, parce qu'il faut avoir les lavettes désinfectantes avec soi, vérifier qu'il n'a pas touché des endroits Enfin, il faut vraiment être très vigilant à tout ce qui touche. Alors oui, ne pas l'isoler en chambre, parce que c'est très difficile pour lui, pour la famille, même pour nous, hein, de le voir comme ça, c'est compliqué. Mais après, la prise en charge à l'extérieur de la chambre est d'autant plus fatigante mentalement, parce qu'il ne faut pas se louper, sinon on propage à tout le monde. Oui, je me permets une remarque très générale venant de la part d'un infectiologue, donc un professionnel de la contamination, si on peut dire. Je crois malheureusement que c'est le cas de tout notre système hospitalier et que c'est un problème culturel, global,
qui est la prévention de la contamination. Regardez autour de vous comment sont structurés vos services d'urgence vis-à-vis de la contamination respiratoire. Tout basiquement, la plus fréquente. Et je suis sûr que vous ferez un constat pessimiste pour l'instant. Donc il y a tout un processus d'éducation, de formation qui est à mettre en place. C'est, à mon avis, un des ratés de la Covid. Il n'y a pas eu que des ratés, il y a eu des bonnes choses, mais un des ratés de la Covid, c'est d'avoir manqué cette opportunité de progression culturelle vis-à-vis de la contamination et de la contagion. On ne l'a pas assez ancré, et nous, je veux dire, praticiens, universitaires et autres, on a raté cette occasion-là. Et donc, ben voilà, il va falloir s'y mettre.